Parce que ce qui m'a beaucoup frappé dans son cursus, c'est qu'il est maintenant professeur à l'Université de Lyon, chirurgien pédiatre, urologue. Il est chef du département de chirurgie à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants. C'est qu'il a pratiqué la chirurgie en Angleterre à titre privé et public pendant 7 ou 8 ans, il nous le dira, et qu'il a pu revenir en France et recommencer sa carrière universitaire en France. Donc c'est une expérience tout à fait intéressante, exceptionnelle et instructive. Donc Pierre, à toi la parole. Je peux utiliser ça ? Bien, d'abord, un grand merci à toute l'Académie nationale de chirurgie de m'inviter aujourd'hui, et tout particulièrement au président Jacques Beaulieu. Je suis très, très honoré d'être parmi vous pour vous faire partager cette expérience qui a duré de 91 à 98, qui a été mon exil en Angleterre. Et je vous expliquerai un petit peu plus loin la raison de ce titre et de l'image que vous voyez en haut à droite sur cette diapositive. Alors très brièvement, j'aimerais vous rappeler pourquoi je suis parti. J'ai fait mes études de médecine à Lyon. J'ai été interne à Lyon. J'ai fait mon clinica également en chirurgie urologique adulte, puis en chirurgie pédiatrique à Lyon. Et n'ayant pas de poste, j'ai cherché à l'extérieur. Et mes contacts avec le reste de l'Europe m'ont conduit à accepter un poste à l'hôpital d'Addenbrooke's, qui est l'hôpital universitaire de Cambridge, où j'ai également été en relation avec l'université. Ceci de 91 à 94. Et puis ensuite, j'ai été nommé à Great Ormond Street Hospital, qui est l'hôpital des enfants de Londres, où là j'ai été également senior lecturer, c'est-à-dire en fait professeur associé à l'University College de London, c'est-à-dire l'université de Londres. Et puis enfin, depuis fin 98, je suis rentré à Lyon. Et donc, ceci m'a permis de voler au-dessus de deux cultures. Et pour ceux qui ont volé au-dessus de l'Angleterre par temps clair, ce qui arrive rarement, eh bien, vous pouvez remarquer déjà que rien que par avion, il y a une différence entre les deux pays. Différence que vous retrouvez également lorsque vous visitez les jardins français et les jardins anglais. En France, c'est l'ordre qui cache le désordre, et en Angleterre, c'est le désordre qui cache l'ordre. Et donc, cette différence se retrouve sur de multiples aspects, comme vous allez le voir, et en particulier se retrouve en médecine. Alors, deux livres m'ont énormément éclairé sur cette différence de culture qui existe entre la France et l'Angleterre. L'un ancien d'André Mauroy, qui était un anglophile affiché et qui a écrit un très joli livre sur les conseils qu'il donnait aux Français partant dans cette terre étrange sur la perfide Albion. Et puis la haine ancestrale qui unit nos deux peuples depuis Jeanne d'Arc en gros, et qui a été relatée avec beaucoup d'humour dans de nombreux ouvrages, dont celui-là qui a eu beaucoup de succès en Grande-Bretagne. Alors pourquoi cette différence entre les deux côtés de la Manche ? Eh bien, vous la retrouvez pour différentes raisons culturelles. D'une part, les Anglais sont plutôt excentriques, mais des excentriques contrôlés, ce qui s'oppose au discours de la méthode de Descartes. Ils ont une ouverture d'esprit qui est considérable, qui leur permet de rediscuter toutes les choses de façon très ouverte, ce qui s'oppose un petit peu au culte des principes qui règne souvent chez nous. Et en ce qui concerne la médecine, ce sont eux qui ont mis en place la médecine factuelle, c'est-à-dire l'evidence-based medicine, qui s'oppose naturellement à la médecine dogmatique dont beaucoup d'entre nous avons été soumis. Alors, toujours dans cette différence de culture, c'est un peu le nord contre le sud, le protestantisme contre le catholicisme, le froid contre le chaud. Et en ce qui concerne la médecine, la fonction qui touche les pays anglo-saxons et l'anatomie qui touche beaucoup plus les pays du sud. Alors, ceci a bien été montré par Claude Lévi-Strauss, qui opposait les gens du Nord qui font bouillir et ceux du Sud qui rôtissent, dans un excellent bouquin qui s'appelle Le cru et le cuit, et qui résume beaucoup cette différence d'approche philosophique entre nos deux pays. Alors, pour résumer tout ce que je viens de vous dire, à gauche, vous avez la médecine française, et à droite, vous avez la médecine anglaise. Vous avez le Vidal français à gauche, et vous avez l'équivalent britannique à droite, ce qui vous montre bien que l'approche de la maladie est bien différente entre nos deux pays.
Vous le voyez sur l'approche du malade par rapport à la maladie. Pour l'anglais, la santé est un don du ciel, la maladie est une fatalité, le médecin est quelqu'un qui essaye de vous aider et qui va passer du temps pour vous aider. La médecine de proximité est certainement mieux organisée qu'en France. Les médecins anglais sont beaucoup mieux payés que les médecins français. Et un bon médecin est celui qui ne prescrit pas. En France, la santé, comme vous le savez, est un droit. Je paye, donc j'y ai droit. Le médecin est responsable de la maladie, c'est-à-dire que si la maladie cafouille, c'est de la faute du médecin. Les complications et la mort sont des échecs. La médecine générale est beaucoup moins impliquée dans la prise en charge des patients et un bon médecin doit prescrire. Alors, cependant, tout n'est pas si rose en Grande-Bretagne. Vous savez que l'accès aux soins est compliqué. Très clairement, il y a une médecine à deux vitesses, que la qualité des soins est très variable selon l'équipe sur laquelle vous tombez. Les listes d'attente sont connues dans le monde entier. Côté français, vous savez que notre accès aux soins est plutôt bon. On a une assez bonne uniformité de la qualité des soins et il y a peu de listes d'attente outrancières, sauf quelques pathologies bien précises. Alors, pour résumer cette philosophie anglaise, pour les Anglais, il y a un monde entre un bon médecin et un mauvais médecin, mais il y a peu de choses entre un bon médecin et pas de médecin du tout. Donc en fait, si on évite le médecin, en fait, ça veut dire que la santé est plutôt bonne et que les choses se passent bien. C'est donc une approche philosophique qui est assez différente de la France. Alors, sur quoi repose ce système ? Ce système repose sur le National Health System, qui est un service qui s'est mis en place en 1948, qui comporte un nombre très important d'employés, puisque c'est la plus grosse entreprise Grande-Bretonne, avec 1,5 million d'employés, un budget considérable, et c'est un système qui est compliqué. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, mais rien que ce tableau vous montre que c'est assez compliqué comme organisation. En fait, ce tableau est une simplification parce que la réalité, la voilà. C'est un système qui est beaucoup plus compliqué, donc très difficile à gérer. Et si j'essaye de vous l'expliquer, eh bien, on peut résumer en disant qu'à la tête de ça, vous avez un ministre de la Santé. En dessous, vous avez des responsables du NHS. Et en dessous, vous avez les autorités régionales de santé qui ont un rôle considérable et qui vont diriger deux types de soins, les soins de proximité, ce qu'ils appellent le Primary Care Trusts, et les soins de recours, c'est-à-dire les NHS Trusts avec les Secondary Care, qui sont les soins spécialisés pour certaines pathologies précises. Alors, donc le système est compliqué, est un grand dinosaure, parfois un peu rouillé à faire fonctionner, mais d'une façon générale, les gens aiment ce système, les gens sont fiers de lui, ils respectent ses acteurs et eux-mêmes respectent le système. Vous avez sans doute vu l'ouverture des Jeux Olympiques de Londres de 2012 et il existait une séquence dans cette ouverture qui est consacrée aux hôpitaux, en particulier à l'hôpital dans lequel je faisais partie, qui était le Great Ormond Street Hospital, ce qui vous montre bien l'appréciation du public vis-à-vis des hôpitaux. À titre de contraste, je vous rappellerai quand même que l'hôpital dans lequel je travaille, qui a coûté 220 millions d'euros aux contribuables français, n'a jamais été inauguré, alors qu'il s'agit d'un splendide outil de travail. Et là encore, les mentalités sont très différentes sur l'approche des choses. Alors, qu'en est-il des études de médecine en Angleterre? Elles ne sont pas très différentes des nôtres. Il y a 4 à 6 ans de tronc commun, puis un nouveau système de 2 années avant que l'étudiant puisse devenir l'équivalent d'interne puis de chef de clinique. Et enfin, au terme de cet internat et clinica, il deviendra soit un médecin généraliste qualifié, soit un consultant, qui est l'équivalent du praticien hospitalier chez nous. Alors ce système a récemment changé. Je vous ai mis sur cette diapositive à gauche l'ancien système qui vous est peut-être plus familier, avec ce qu'on appelle les registrars, c'est-à-dire les internes, et puis les consultants, qui sont l'équivalent de nos praticiens hospitaliers. Donc vous voyez qu'il y a 2 grandes voies de sortie. Il y a le médecin généraliste et il y a le médecin spécialiste. Le médecin généraliste ayant une présence dans les soins du patient infiniment plus importante que dans notre système français. Alors derrière cette formation médicale et derrière les médecins se trouve en fait un encadrement de la formation de l'exercice de la médecine qui est considérable, qui est réalisé par les collèges de spécialité
et pour ce qui nous concerne, the Royal College of Surgeons, et aussi par le General Medical Council, qui est l'équivalent de l'Ordre des médecins britanniques. Alors, ce Royal College of Surgeons a une présence très importante dans la carrière du chirurgien, car il est en contact permanent avec le chirurgien, à la fois dans sa formation, dans son évaluation, dans un soutien, dans l'organisation de conférences. C'est une interface inévitable avec le gouvernement et c'est une interface essentielle entre le chirurgien et le patient. Alors, ce Royal College of Surgeons travaille main dans la main avec le General Medical Council, qui a un rôle assez voisin, c'est-à-dire qu'il s'assure de la qualité des soins qui sont dispersés par les médecins. Et ce General Medical Council s'attache aussi, dans un système qui est nouveau, à revalider les qualifications des médecins. Ça veut dire en pratique que maintenant, quand vous obtenez le grade de docteur en médecine en Grande-Bretagne, quand vous êtes chirurgien en Grande-Bretagne, eh bien, tous les 5 ans, vous devez être réévalué pour conserver le droit de soigner les patients, un petit peu comme un pilote d'avion qui est obligé de montrer ses compétences à intervalles de temps réguliers, ce qui est un système qui n'existe pas en France, mais je ne serais pas autrement surpris qu'il arrive chez nous assez prochainement. Alors, en pratique, quelle est la population médicale de la Grande-Bretagne en 2010 ? Vous voyez, c'est à peu près 240 000 médecins, avec la répartition par région que vous voyez. Il y a un petit peu plus de garçons que de filles. L'âge moyen des médecins est de 40 ans. Et vous voyez qu'il y a un petit peu plus de spécialistes, à peu près 70 000, contre 60 000 médecins enregistrés au General Medical Council. Alors, pour revenir à la présentation précédente, vous voyez que l'Angleterre est un pays qui est extrêmement ouvert au monde extérieur, puisque vous avez ici, dans les bulles bleues, les médecins qui viennent de l'étranger et qui exercent en Grande-Bretagne. Vous voyez donc une proportion considérable des médecins qui pratiquent en Grande-Bretagne viennent en particulier d'Inde, du Pakistan, d'Italie, et il y a relativement peu de Français, puisqu'à l'époque où j'étais à Cambridge, nous étions que 2 Français à exercer sur le sol britannique, enfin sur l'université de Cambridge. Alors, pour vous donner une petite idée des salaires des médecins, les Anglais gagnent beaucoup mieux leur vie que les Français. Et dans cette période de contestation médicale qui existe en France, on ferait bien de faire relire ces chiffres à nos dirigeants, parce que vous voyez que les médecins généralistes gagnent 103 000 pounds par an, ce qui est un chiffre confortable par rapport à ce que gagne un médecin généraliste en France. Vous voyez qu'à côté de ça, un conducteur de métro gagne 45 000 pounds par an, un professeur 41 000, un commissaire de police entre 21 000 et 36 000, et des professeurs entre 51 000 et 60 000 euros par an. Donc en clair, les médecins sont bien lotis en France, en Grande-Bretagne, et les chiffres que vous voyez sur cette diapositive sont des chiffres qui sont naturellement leurs revenus de salariés. À ceci s'ajoute, pour ceux qui le pratiquent, l'activité privée. Alors j'aimerais aussi que vous regardiez cette diapositive avec attention, car elle vous montre que la France, c'est le pays qui paye le plus mal ses médecins par rapport à la Grande-Bretagne, par rapport aux États-Unis. Et je ne ferai pas de commentaires, mais vous voyez que d'une façon générale, les orthopédistes gagnent mieux leur vie que les autres catégories professionnelles. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu de ce passage en Grande-Bretagne ? Eh bien, j'ai appris mon métier d'urologue pédiatre, car, comme je le disais au début de mon exposé, les Anglais et les pays du nord de l'Europe sont beaucoup plus attachés à la fonction qu'à l'anatomie. Et donc, se sont développés tout un des secteurs d'activité importants pour l'urologie pédiatrique, que sont le diagnostic anténatal, l'évaluation fonctionnelle de l'appareil urinaire, le reflux qui est encore un grand sujet de discussion parmi les urologues pédiatres, tout ce qui est des troubles de l'élimination à la fois vésicale et intestinale, les chirurgies compliquées et rares comme l'extrophie et l'épispade, et un sujet qui est en pleine vogue actuellement, qui sont les anomalies du développement génitosexuel, qui représentent l'essentiel de mon activité à Lyon. Et donc, les 2 chirurgiens principaux qui ont donné la note moderne à l'urologie pédiatrique dans le monde sont Philip Ransley, qui est à gauche sur cette diapositive, et son patron, qui est Sir David Innes-Williams, qui sont vraiment les maîtres dans le domaine de l'urologie pédiatrique moderne. Alors, de ce séjour de
de plusieurs années en Grande-Bretagne, eh bien, j'ai quand même eu des très bons contacts avec l'ensemble du monde anglo-saxon, ce qui m'a permis de créer l'ESPU, c'est-à-dire la European Society of Pediatric Urology, c'était en 1989, qui maintenant est une très grosse société qui réunit l'ensemble des urologues pédiatres internationaux. Et avec cette société, nous avons créé en 2004 le Journal of Pediatric Urology, qui est un journal qui rassemble donc les publications de notre spécialité. Alors, pour conclure, je vais revenir sur ma première diapositive. Les chirurgiens anglais se font appeler Mr. et non Doctor, parce qu'ils n'ont en fait pas le titre de docteur en médecine. Ils font partie de l'ordre des barbiers, et l'ordre des barbiers, c'est celui des coiffeurs. Et en Grande-Bretagne, vous avez ce fameux cylindre avec cette bande blanche qui tourne autour, qui traduit, qui est le sigle des barbiers. Donc, j'ai été honoré d'être nommé Fellow of the Royal College of Surgeons of England à la fin de mon séjour en Grande-Bretagne. Et depuis, je suis rentré en France, et donc de Mr., je suis redevenu professeur. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Passionnant. Avez-vous des questions, des réflexions? Des questions? Oui. Attends, Christian, d'avoir un micro. Si tu peux te lever pour la caméra. Des médecins généralistes au Royaume-Uni, ils sont payés per capita ou ils sont payés à l'acte? Comment les choses se passent-elles en réalité? Comme les spécialistes à l'hôpital sont salariés et ils ont une activité privée pour certains d'entre eux. C'est-à-dire qu'ils reçoivent du NHS, un salaire mensuel. Et en fonction du nombre de personnes. Alors, ils ont une échelle un peu comme pour nous, c'est-à-dire en fonction de l'ancienneté du médecin généraliste et en fonction, naturellement, de l'activité privée qui s'associe. Tous les médecins généralistes n'ont pas une activité privée, mais d'une façon générale, ils gagnent beaucoup, beaucoup mieux leur vie que nos médecins généralistes. Merci. Est-ce que tu... Oui, c'était très intéressant. Vous avez insisté sur le rôle du Royal College. C'est vrai, quand on connaît, c'est important. En France, on ne l'a pas. Quelle est la structure qui, d'après vous, pourrait remplacer le Royal College? Alors, les collèges de spécialité en Grande-Bretagne sont une organisation quasi religieuse qui font que toutes les spécialités sont gouvernées, au sens réel du terme, par un collège qui est en fait l'équivalent d'une université, c'est-à-dire qui contrôle la formation des spécialistes qui travaillent dans la dite spécialité. C'est le cas pour le Royal College of Surgeons, où tous les chirurgiens sont contrôlés par cet organisme et avec obligation de formation, obligation d'enseignement post-universitaire. Et réellement, la présence du collège est quotidienne en France. Et pour répondre à votre question, cette présence, je ne la sens pas parce qu'il manque très nettement par spécialité, parce qu'on ne peut pas tout couvrir sous le même parapluie, mais par spécialité, il manque en fait un contrôle qui nous permettrait à tous et à toutes d'avoir un contrôle de notre formation et de la qualité des soins que l'on prodigue à nos patients, ce qui est vraiment le cas en Grande-Bretagne. Si vous me permettez un mot sur ce point, ce qui m'a toujours frappé, parce que je suis aussi fellow du Royal College, c'est quand je suis allé à Londres, quand on va à l'île Collinfield, tout est regroupé en un bâtiment. On va au rez-de-chaussée, et après il y a l'administration, après il y a la librairie, les travaux, les laboratoires de recherche. On peut même y coucher et passer de bons moments. En France, j'ai été 9 ans coordonnateur interrégional de l'enseignement. On a affaire à la DRAS. Il faut aller faire la queue à la DRAS pour discuter. C'est là où sont attribués les postes d'internes. On a affaire à la faculté, c'est là où sont donnés les diplômes. Et puis on a affaire au CHU, enfin à l'hôpital universitaire, puisque c'est là où sont finalement donnés les salaires des internes. Et au milieu de tout ça, le coordonnateur est le seul dans cette tatamar organisationnel, sans secrétaire universitaire et bénévole. Voilà toute la différence de notre système. Oui, François. Oui. Prends un micro, s'il te plaît, François. Alors, c'est pas possible, quand même. Juste. Non,
C'est pour compléter ce qu'a dit Jacques et pour féliciter Pierre Morican de son exposé. En France, ça commence à changer parce que vous êtes au courant que depuis déjà 3-4 ans, à la suite de l'action de la Fédération des sociétés de spécialité, chacune des spécialités a été obligée de constituer un conseil national des spécialités qui doit regrouper, notamment pour les spécialités qui avaient plusieurs sociétés savantes, l'ensemble des sociétés savantes, du syndicat ou des syndicats, etc. Et actuellement, ça va un peu dans ce sens-là, mais on est encore à des années-lumière de ce qui se passe. Mais notamment pour les praticiens installés, toute la partie du contrôle de leur qualité des soins, les événements porteurs de risques, etc., sont maintenant, et de l'accréditation, systématiquement contrôlés par les conseils nationaux professionnels. Donc on est en train, pour la partie après le doctorat, de le faire. Par contre, ce qu'a décrit Jacques avant, c'est en effet... Alors c'est quand même dans cet esprit que j'avais souhaité que notre académie, même si elle est petite, devienne une sorte de maison de la chirurgie. Oui. Et la Fédération des spécialités chirurgicales, présidée par Georges Mention, a maintenant son siège et se réunit ici, dans notre académie, depuis cette année. Non, si, quand même, on pourra en discuter. Non, oui. François Guéral. François Guéral. Je me suis beaucoup occupé de l'enseignement et des associations à un moment donné. Et c'est pour rebondir effectivement sur ce qu'a dit François Richard, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts ont été faits pour regrouper maintenant les démarches qui vont viser les associations et les sociétés savantes. Les urologues ont été les premiers, ont été exemplaires dans ce registre-là. Voilà, mais donc en chirurgie viscérale, nous sommes en retard, mais je crois que la démarche aussi. Jacques Beaulieu a été quand même un des instigateurs de cette réunification éminent. Ma question plus précise, elle était actuellement dans l'état moderne des moyens, quelle est la place de la simulation chirurgicale dans la formation ou dans le moyen de reconnaître une compétence ou d'améliorer un candidat ou un chirurgien qu'on trouve au niveau d'une instance de contrôle un peu incompétent ou voilà. Alors, en Grande-Bretagne, il y a la simulation et tous les exercices, en particulier pour la chirurgie célioscopique, laparoscopique, robotique, etc. Le collège s'est considérablement investi là-dedans. Et lorsqu'on est membre, comme Jacques Beaulieu l'est, on reçoit très régulièrement des annonces de cours où chacun d'entre nous pouvons aller nous entraîner, aussi bien les étudiants que des gens qui sont déjà installés. J'insiste sur le fait que le processus de requalification qui se met en place en Grande-Bretagne par le General Medical Council est fondamental. Il va nous arriver un jour ou l'autre en France, j'en suis bien convaincu, mais on a le permis de conduire pour 5 ans. Et au bout de 5 ans, il faut repasser le permis de conduire. Alors, ça va très bien si on est dans notre spécialité, mais si on commence à vous poser des questions sur le lupus érythémateux disséminé 30 ans après votre internat, on aura tous quelques difficultés à pouvoir répondre à ces questions. D'autres questions ? Non, bah écoutez, je vous remercie. Ce qu'on peut conclure, c'est que les systèmes sont très disparates, sont très différents, et on est loin d'avoir fait le tour du monde. Il faudrait passer plusieurs jours. Cependant, on voit quand même une évolution dans le sens d'une amélioration indiscutable. L'expérience des uns, les voyages font qu'on tire chaque fois un petit bénéfice de ce qu'on a appris à l'extérieur. C'est indiscutable qu'il faut sortir de son pays pour aller voir ailleurs ce qui s'y passe. On a vu comment Niccolò de Manzini a pu rapporter dans son hôpital le bénéfice de ce qu'il avait pu apprendre en France. Et je te remercie beaucoup de ce que tu nous as apporté aujourd'hui parce qu'il y a vraiment aussi beaucoup à tirer de ton expérience. Merci à tous.